C'est Fluffy aussi, un nain, ça peut plaire à un Furies. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc ce soir, Götterdämmerung, je sais pas ce que ça veut dire, si quelqu'un est germain de langue, ou sait parler le germain. Enfin un soir où je peux voir ça en live. Avec énormément de plaisir, Zwilpo, installe-toi bien. Prépare ton petit digestif, tranquillou. Et ce soir, si tu es un nain, tu vas pleurer. Si tu es un skaven, tu vas être aux anges. Ce soir, c'est Götterdämmerung. Je ne sais pas comment on dit. C'est un lore multimillénaire, riche et foisonnant en effet. Et c'est un skaven qui parle, c'est-à-dire à quel point ils sont incontournables, voire indispensables les nains. Oui. Ça peut... Nique les nains, tu vas continuer à jouer fond de table, canard? Ouais, ça vaut vrai ça. Salut Grimzag. Le nom du chapitre vient d'une pièce d'opéra, l'anneau de Nibelung. Ah bah je connais l'anneau de Nibelung, qui signifie le crépuscule des dieux. Ah, merci beaucoup Scar. C'est le crépuscule des dieux, Götterdämmerung. Ah, j'aime bien. J'aime mieux le crépuscule des dieux que ce truc imprononçable, mais pourquoi pas. Je prépare les Kleenex. Oui, oui, et c'est pas pour pleurer. Ah. Oh. Ah, j'étais pas prêt. Götter, c'est Dieu, ça je savais. D'accord. D'accord. Tu sais, c'est comme le JDG qui fait. Kampf. Ça veut dire combat. Ça je sais. J'adore cette vanne. Elle est très très bien. 18 plus, on avait dit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pendant une semaine, je ne vais pas voir un seul rongeur autour de chez moi. Bah, j'espère pour toi. C'est une grosse souris, c'est ça. Donc, le contexte va prendre de ce début de chapitre. Je vais récupérer plus de chats, moi, j'avoue. Donc, je vous remets très très rapidement dans le contexte. Le chapitre d'avant, on a tout concentré sur Karakowi Peak. Tout ce qui s'est passé par rapport à Karakowi Peak, la grande bataille, même véritable, le changement relatif complet de la puissance à Karakowi Peak, c'était le chapitre d'avant. Quick-Couptet qui reçoit les renforts colossaux de tout l'Empire Skaven, avec l'ordre de Creuse-les-Terriers, le chef du clan guerrier mort, donc le chef, l'un des plus puissants seigneurs de la ruine, donc l'un des plus puissants du Conseil des 13, lui ordonne de gagner pour une fois et terminer Karakowi Peak. Il reçoit des renforts numériques, c'est-à-dire énormément de troupes, et il en profite donc justement pour faire péter la moitié de Karakowi Peak, pour ne finalement effondrer qu'une seule montagne pour ensevelir les peaux vertes qui arrivent en masse également à cet endroit et essayer de tuer Skarsnik comme ça. Son explosion et son attaque coordonnée sur les forces de peaux vertes semblent fonctionner. Les peaux vertes sont éliminées tout de suite du début de la game et du début du chapitre précédent, ce qui fait que Quick-Couptet a tout le champ libre pour s'occuper que d'un seul ennemi, alors que le but de Karakowi Peak, c'est qu'il y a toujours 3 gens qui s'affrontent, et pas seulement 2, sinon s'il n'y en a toujours que 2, l'un des camps va ravager l'autre. Donc déjà ça, il l'enlève. Et justement, lors de l'immense bataille qui s'est passée entre Belegar et Quick-Couptet, donc les nains qui contrôlent une citadelle, et les Skaven qui ont apparemment enlevé de l'équation les peaux vertes en une seule série d'explosions, eh bien, c'est soldé par une blessure par Belegar à cause d'une trahison des ogres de Golfag et de ses mangeurs d'hommes qu'il avait lui-même pris dans ses troupes, mais qui finalement l'ont trahi. Belegar a réussi à tenir le plus longtemps possible avec des scènes épiques de bataille et un défi incroyable jusqu'à ce que, tadadin, le scénario arrive et que, au moment où les nains gagnaient la bataille avec les ogres contre les Skaven, les peaux vertes avec le fameux Skarsnik qui n'était pas mort, j'ai fait semblant de dire que j'étais mort, est arrivé et a retourné les ogres par un marché qu'il avait déjà prévu avec eux depuis le début pour trahir les nains, et à partir de là, les nains ont subi une des défaites les plus cuisantes. Ils ont été obligés de se réfugier en ayant perdu beaucoup trop de troupes à l'intérieur de la citadelle, et les peaux vertes sont donc maintenant très nombreux, très forts à affronter les Skaven. Et donc le principe de Karakowi Peak est encore annulé pour le début de ce chapitre, parce qu'encore une fois, là, à partir de là, ce sont les nains qui sont hors stat, parce qu'ils ont été battus et que là, ils sont remis à l'intérieur de la citadelle, ils sont bloqués à l'intérieur, assiégés par les Skaven et les peaux vertes et les ogres. Donc, la seule chose, voilà, ils sont hors jeu. Merci Nafi. Les nains, pour l'instant, sont hors jeu au début de ce chapitre.
Mais on va avoir le point de vue de Caraco Epic de leur point de vue, justement. Même s'ils sont hors d'état, hors jeu pour pouvoir combattre à force militaire et donc tenter les sorties, il y a un truc qui est important, c'est que durant la bataille du chapitre précédent, les tueurs présents à Caraco Epic ont fait une sortie pour aller tuer les chefs ennemis, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas tenir en place. Bref, c'était vraiment une excuse complètement pourrie du scénario pour te mettre dans l'ambiance de qu'est-ce qui se passe du côté des nains et qu'ils ne sont pas seulement restés en défense, les tueurs sont sortis. Quasiment tous les tueurs sont morts, bien évidemment. Ils n'ont techniquement, malheureusement, servi à rien. Hein, vraiment, c'est terrible, mais ils n'ont servi à rien. La puissance intégrale des tueurs de Caraco Epic est décédée dans l'exercice de ses fonctions. En même temps, c'est ce qu'ils cherchaient, mais décédée dans une mort absolument pas du tout épique. Absolument pas. Ils sont jamais tombés contre des abominations de Malfos ou des trucs comme ça. Ils ont surtout combattu des troupes, des infanteries et quelques chefs. Ils ont réussi à en tuer un. Aucun n'avait d'importance. Enfin, en tuer quelques-uns, mais aucun de ses ennemis n'avait de l'importance. Et le chapitre commence par le point de vue du dernier des tueurs qui a fait cette sortie. Le dernier tueur qui s'appelle Aldric le Balafré. C'est un tueur très puissant, hein. Il est décrit comme... Alors je ne sais plus s'il a un grade précisé, mais c'est un tueur qui a réussi à survivre très longtemps. Sauf qu'une mort inutile, c'est contre le serment du tueur, non? Oui, c'est ça, Wildebar, mais le scénario avait pas de... voilà, avait pas d'excuses. Très puissant, il est. Ouais, franchement, il est plutôt costaud parce que c'est le dernier qui reste. Et c'est même le dernier des tueurs de la sortie de Bélégar qui a réussi à percer les lignes d'Escaven et à aller dans les endroits, dans les niches, dans les terriers les plus profonds du clan mort qui est en attaque en ce moment même de Caraco Epic. Il n'avait pas relu les termes du contrat, le scénar. Oui, mais non, ça on le sait depuis le premier chapitre, hein, du premier livre. Et le chapitre commence. Et tout de suite, du point de vue donc de Aldric le Balafré, tu sais maintenant qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce roman. À la fin du roman, pas à la fin du chapitre. Pourquoi? Parce que Aldric le Balafré, on a son point de vue pendant 2 pages, enfin une page à gauche, une page à droite, et le tueur nain, en avançant toujours plus loin pour rechercher les Skaven et les détruire, en essayant de tomber contre le plus grand et le plus puissant d'entre eux, eh bien, Aldric va tomber sur les terriers du clan mort. Mais pas n'importe lesquels. Il va voir de ses propres yeux les pondeuses du clan mort. Alors c'est quoi les pondeuses chez les Skaven, pour ceux qui ne connaissent pas? Ce sont les femelles. Alors les femelles des Skaven, c'est extrêmement rare. Déjà de base, une femelle Skaven, c'est rare, mais vous avez les femelles pondeuses. Vous avez, enfin pas pondeuses, mais vous avez les nourricières, comment ils appellent? Oui voilà, c'est ça, les nourricières. Et c'est celles en fait qui donnent naissance aux portées de Skaven. C'est l'une des ressources les plus incroyables du monde Skaven, vraiment. Et très souvent, un clan en possède une. Et pour les clans les plus puissants, ils en ont quelques dizaines. Vraiment, mais pour les plus puissants des clans, hein. Il n'y a que des dizaines, par exemple, de nourricières pour le clan Moulder. C'est rare de tomber sur une pondeuse naine aussi. Non, mais non, c'est pas une pondeuse naine, arrêtez. Les femelles pondeuses, c'est un coup à devenir instantanément fou. Oui, non, c'est immonde, hein, leur vie, c'est juste dégueulasse. Dégoûté, je loupe le début. T'inquiète pas, Torek, on vient à peine de commencer. Et donc, ce tueur, lorsqu'il tombe sur le nid des nourricières, tu te dis, waouh, le mec, il a trouvé l'endroit le plus important pour tout le clan mort. Sauf que le roman t'explique, c'est pas immense les pondeuses. Si, elles sont immensément boursouflées, elles sont dégueulasses. Hein. Vous voyez les rats pesteux, hein, les montures du clan Moulder dans le DLC Total War, c'est 2 fois plus gros. C'est la moitié de la taille, je crois, d'une abomination. C'est vraiment, elles sont droguées, en gros, cette force, c'est horrible. Ouais, non, c'est dégueulasse. Sauf que là, le tueur, il tombe pas sur une pondeuse, ou il tombe pas sur la dizaine de pondeuses du clan mort. Non. Le roman t'explique qu'il vient de trouver une caverne où il y en a plusieurs centaines, voire des milliers de nourricières. Des milliers. Et elles sont sans surveillance et sans protection.
Over 9000. C'est ça. Très malin de tous les mettre au même endroit. C'est un scénariste qui a complètement craqué. Pourquoi pas des milliards tant qu'on est. Alors vraiment, hein, une centaine de pondeuses au même endroit, c'est la fin de tout à la surface. Vraiment. Alors là, le tueur, il en trouve presque des milliers. C'est vraiment décrit comme ça. Et en fait, là, tu as le point de vue du tueur. Et le gars, il dit, dans sa tête, c'est un tueur. Et déjà, le roman crache complètement sur le lore des tueurs, parce qu'il explique que, certes, il a affronté des ennemis incroyables, mais là, il se mit à avoir peur, à comprendre qu'est-ce qu'il avait sous les yeux. Il comprend que Caraco Épique est condamné, mais en plus, il comprend que la race entière des nains est condamnée, parce que autant de nourricières ne peut apporter qu'une seule chose, la mort de toutes les races à la surface. Il faut les nourrir, tous ces rats. Comment ils font? Non, non, mais cherche pas. Trop de détails, trop de détails. Et donc, tu comprends, même ouais, s'ils abusent pas autant sur le nombre de nourricières. Mais voilà, en plus, là, c'est ça. Ce livre, les scénaristes se sont trompés et ont confondu l'impérium de 40K avec les Skaven. C'est à peu près ça. Un tueur qui a peur, il y a un problème là. Oui, voilà, mais c'est vraiment, comme je vous le dis, c'est craché dessus. Et le tueur, hein, en voyant le cœur central du clan mort, un millier de pondeuses, et qu'elles n'ont pas de protection, elles n'ont pas d'armée qui les protège, pas de héros, le tueur se dit « Je ne vais rien faire et foncez prévenir Bellegar ». La magie. Voilà. Les nains n'ont pas inventé les droïdes. Mais qu'il est con. Après, un 1 contre 1000, il a pas tort d'aller chercher une armée pour les raser. C'est nul avec la voix de Simpson, j'ai la ref. Il est tueur, pas ingénieur. Moi, je dis, c'est l'or. C'est le Dishonored direct. C'est forcément un piège. Alors, en effet, là, on est entre les deux. Est-ce que ça valait le coup que tout seul, il tente de tuer le millier? Il aurait jamais pu, hein, de toute façon. Ce n'est qu'un tueur. C'est même pas décrit comme un tueur de démons, d'ailleurs. Mais bref, le fait qu'il essaie d'aller chercher de l'aide, c'est d'accord. Mais il sait pertinemment qu'il n'y a aucune aide derrière parce qu'il sait qu'ils ont été envoyés et que les portes se sont refermées derrière eux. Techniquement, les tueurs, là, n'ont aucun moyen de revenir à Caraco Épique parce que c'était le plan. Ils étaient envoyés pour tuer les morceaux précieux dans la mort. C'est le but des tueurs. Il n'y a aucun moment dans la tête de ce tueur, techniquement, loristiquement parlant, où le mec se dit bah, je vais faire demi-tour, repercer toutes les lignes que j'ai traversées à l'instant, retourner à Caraco Épique, à la citadelle ensuite derrière, pour ensuite prévenir Bellegar. C'est impossible qu'il y arrive. Techniquement, le gars, en voyant ça, il se dit mais non, mais tant pis, je suis foutu, mais je vais en emporter le plus avec moi. Il a peut-être oublié entre-temps, oui, voilà, c'est ça. C'est la end of script, c'est ça. C'est clairement un non-sens, voilà. Donc, tout ça, c'est ce que dit ce tueur dans sa tête, ce fameux Aldric le balafré. Il se dit, je ne vais pas tenter de tuer le plus de nourricières possible maintenant, je vais aller chercher du renfort. Il se retourne et il est prêt à retourner à Caraco Épique. Cependant, au moment où il se tourne, une ombre apparaît et il se fait one shot. Ah non, 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 non. Ah, vous êtes très loin de là. C'est pas du tout le snitch. C'est pas du tout le maître assassin des Skaven. Pas du tout. Alors je vérifie, hein. Ah, voilà. C'est pas du tout Shadowblade, c'est juste marqué comme il n'entendit pas le bruit de pas discret derrière lui, la lame venimeuse s'insinua entre ses omoplates. Il s'écroula sur les genoux, anesthésié par les toxines. Il poussa son dernier souffle et il sut qu'il avait échoué. Il connaissait une fin ignominieuse.
Donc on ne sait pas qu'est-ce qui l'a tué. Et le dernier espoir meurt directement. Il avait échoué les dés de perception. Ouais, c'est ça. Salut Neps, bonsoir à toi. Donc, c'est une pourleuse qui le voit. Ah non, non, il se fait avoir par un assassin. Voilà. Voilà. Donc, c'était l'histoire du dernier tueur de Caraco Epic. Pas de soucis, Lyric, bonne soirée à toi. Donc ça, je ne vous mens pas, hein, ça, c'est les 2 premières pages de ce chapitre. Ah. Donc tu sais, là, à partir de là, que si sous Caraco 8 pics, il n'y a pas 10 nourricières, mais plus d'un millier de nourricières Skaven en train de donner naissance à des dizaines de milliers de Skaven par heure, évidemment que le monde est foutu. Mais foutu, foutu. Parce qu'en plus, le roman t'explique que les nourricières, elles donnent naissance à des Skaven qui sont à maturité au bout de quelques minutes. Parce qu'elles sont bourrées d'hormones et de stéroïdes et de malpierre. Merci Vestria, merci Merstrial, merci beaucoup pour le follow. Et puis bonjour du Québec. Et voilà, comme dit Vectagen, là on n'est qu'à Caraco-Epic, on n'est même pas à Scarogne. Ouais mais non, mais bon, mais voilà. Mais voilà, c'est ça, c'est juste le scénario qui fait. Alors en fait, on vous a pas parlé de ça, hein, mais les Skaven, en fait, là, c'est fini. Voilà, ils sont plus nombreux que les démons, voilà, à ce moment-là. Le scénario. Comment elles font pour pas exploser? Mystère, voilà, mystère. Et comme ça suffisait pas, on passe ensuite à un autre point de vue du roman. On a Quick Coupe-Tête, qui est donc victorieux, hein, je le rappelle, parce qu'il a battu Bellegar et il a réussi à s'enfuir des assauts de Skarsnik. Quick Coupe-Tête reçoit une visite incroyable. Je vous rappelle qu'il est parti en ayant il a réussi à s'enfuir de l'embuscade de Skarsnik et de Bellegar par l'intervention d'un Verminarque. Hein, voilà. Quick Coupe-Tête reçoit la visite de ni plus ni moins que Ikit la Griffe, le meilleur technomage du monde Skaven. Et Ikit la Griffe Ikit la Griffe arrive à Caraco-Epic. Il dit à Quick Coupe-Tête, je peux pas rester, j'ai du boulot à faire à Carac-Cadrine. Par contre, je te donne, parce que t'y arrives pas, hein, t'es un nul, donc je te donne de nouvelles troupes, parce que tu vois, avec tout ce que t'as là, tu y arriveras pas. Et le gars s'en va. Donc le Quick Coupe-Tête, le clan mort, il est niveau 1000 contre des niveaux 200, et il reçoit en plus un truc qui le fait monter x2 niveaux. Parce que Quick Coupe-Tête lui donne dans son armée les fameux Stormfield. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que ça, c'est la nouvelle création de la fin des temps de Games Workshop du point de vue Skaven. Bah, pas de soucis, Champette, c'est normal que ta fille veut passer du temps avec toi. Les Stormfield sont la nouvelle arme des clans Skaven, une alliance du clan Mulder et du clan Scryer. Je le répète, hein, si vous n'avez pas compris, une alliance du clan Mulder et du clan Scryer. Littéralement les 2 clans qui se détestent totalement. Et vraiment qui ne peuvent pas se blairer complètement. Mais là, ils sont alliés parfaitement et ils ont même réussi à créer cette arme-là. Comment ça fonctionne? C'est pas seulement un Raogre avec des mitrailleuses et des lance-flammes. On est littéralement à ce moment-là La magie! dans Resident Evil, en mode Plagas. Les Stormfield, ce sont à la base des Raogres. Sauf qu'un Raogre, je le rappelle, c'est frénétique. Ça ne pense qu'à une chose, foncer au corps à corps et tout détruire de ses poings. Sauf que le clan Mulder
a compris que avoir un maître de meute derrière peut contrôler un Raogre et lui indiquer la direction à prendre, à coup de fouet, à coup de trucs électriques. Sauf que là, on est dans la fin des temps. Et la fin des temps, ils burnent les méchants. Ce qui fait que les Raogres n'ont plus de maître de meute derrière eux. Les maîtres de meute sont incorporés dans le dos des Raogres en mode atrophié, cousu et avec des tubes qui vont de leur cerveau au cerveau du Raogre. Des Gundam. C'est un Stampede qu'on combat dans Vermintide. Non, non, non. Dans Vermintide, t'affrontes un Raogre. Mais c'est dégueulasse, c'est des T800. En vrai, c'est stylé. Tiens, l'arme nucléaire, bon, faut que je file voir ma grand-mère. Salut, il quitte la griffe. Ah non, 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 il lui donne pas l'arme nucléaire, il quitte par avec. J'adore tirer sur le bébé. Ouais, c'est ça. C'est des Grey Knight. Ouais, mais bon, voilà. Donc en gros, voilà, c'est que le Raogre a fusionné avec son maître de meute. Ce qui fait que le Raogre devient beaucoup plus calme. Il ne fonce plus en avant. Et si c'est dans Vermintide 2, c'est un affront d'instant. Bon, d'accord, ok, j'ai pas assez joué à Vermintide 2. Et en plus de ça, ça c'est que le clan Moulder, donc c'est une création du clan Moulder. Et le clan Scryer derrière arrive en disant, bah maintenant, vu que ton Raogre... vu que ton Raogre, il se calme et il est donc un peu plus intelligent, entre guillemets, hein, ben on va lui incorporer dessus des armes à distance. Comme ça, c'est un truc qui est super fort, qui est super endurant et qui en plus balance un déluge de feu. Ce qui fait que les Stormfield sont équipés soit avec des énormes points de malpierre explosifs, soit ils sont équipés de double lance-flammes. Les mêmes lance-feu, hein, sauf que c'est pas une équipe d'armes, c'est des Stormfield. Donc c'est plus gros, c'est plus costaud, ça a plus de PV, etc., etc. Ou alors, ils ont une triple Gatling. Enfin, une triple Ratling. Parce que, bien évidemment, nous le savons, avoir une espèce de Gatling, donc une mitrailleuse rotative, sur un avant-bras et sur un autre, c'était pas suffisant, parce qu'ils ont déjà ça avec les lance-flammes. Ils en ont une troisième, accrochée sur le torse, qui tire en avant. Donc le Raogre se tient parfaitement droit. Oui, voilà. Même, tu sais, quand il fait comme ça, pour arroser devant lui avec des Gatling, la Gatling de devant lui arrache pas les bras, tu vois. C'est un Dreadnought, le truc. Oui, et surtout, ils sont plusieurs. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est les renforts que reçoit Quick Coupe Tête. Alors qu'il a tous les gobelins qui sont encore dispo et les nains qui sont ultra baisés. Ce qui fait qu'avec ces renforts, le clan mort reprend l'assaut. Le clan mort va pulvériser les derniers nains. Mais vraiment, il va les pulvériser. Les pauvres lignes de défense des nains vont se faire totalement défoncer par les Stormfield, parce que vraiment, ça te change toute la game. Autant les nuées d'esclaves qui attaquaient les dernières lignes de défense de la citadelle, je rappelle que les nains se sont repliés, donc ils sont uniquement dans la citadelle, ils ne peuvent plus faire de sortie. Là, alors que tu es en défense, tu es prêt à recevoir tout ce que tu as dans la tronche, on te balance des tripotés, et vraiment des tripotés. C'est-à-dire que dans le roman, c'est genre une centaine qui arrivent de Stormfield en lance-flamme et en Gatling face aux derniers milliers de nains qui restent de Caracoïpic, qui attendent en défense comme s'ils avaient à voir des assauts d'esclaves ou quoi que ce soit. Donc là, les nains se font défoncer. Nouvelle arme, aucun contact avec l'extérieur, etc. Et ils se tirent pas dessus entre eux? Ben non, ils te disent que c'est super fiable par rapport à toute l'ingénierie Skaven. Et on parle quasiment, je crois que je n'ai pas lu un seul moment où il y a un incident de tir, des trucs où il y en a un qui explose. Peut-être que j'ai lu trop en diagonale, mais quand même. Merci au revenir, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue parmi nous. Donc,
pour vous dire, l'arrivée des Stormfield condamne définitivement les nains à ne former plus qu'un dernier carré de 200 guerriers que je vous décrirai un peu plus tard. Derrière après, l'arrivée des Stormfield redonne du boost. Ça vient de quel livre? C'est Tankol, là on est sur Tankol. Juste après, bien évidemment, vu que le chemin est ouvert, les Skaven vont pouvoir... Attendez, je vérifie que je ne vous montre pas de la merde. Voilà, vont pouvoir faire une sortie et donc vont pouvoir attaquer les gobelins qui sont en surface, qui se sont ralliés sous la bannière de Skarsnik. La bataille, je vous montre un peu les effectifs. Donc on a bien évidemment Skarsnik et toute son avant-garde de la lune crochue. On a ses renforts de orques noirs qui sont arrivés des terres sombres. On a Snaglal Glavio, qui est ici, hein, Snaglal Grossbit. Pardon. Grossbit. Ne clippez pas ça. La première fois que je passe à la télé, pas de souci, on revenira. Pardon. On m'appelle Frametto. Ah là là. Terrible. Donc on a Snaglal Glavio, je vais rester en français, qui vient avec ses araignées, ses arachnarok, etc. Donc tu as deux seigneurs légendaires des orques et gobelins qui vont affronter en face le clan mort avec sa trentaine de régiments de vermines de choc. Ses verminarques aussi, hein, ses vermines lords assassins, son infanterie, enfin bref. Je vais passer sur cette bataille. Vraiment, lisez-la si vous voulez, parce que franchement, la bataille est bien. C'est pas la pire, hein. Vraiment, c'est pas la pire, mais franchement, elle est totalement anecdotique. La bataille, c'est le clan mort qui fonce en avant pour aller tabasser les peaux vertes. Et bien évidemment, ils se font avoir par une embuscade de Skarsnik, parce que bien sûr, c'est Skarsnik qu'ils affrontent. Quick-Coup-Tête, dans cette bataille, va one-shot en 2 lignes un seigneur de guerre orque noir burné. Ok, d'accord. Et en plus, va enchaîner avec un deuxième combat et va one-shot, non pas en 2 lignes, mais en 2 paragraphes, un seigneur orque de guerre sur Vouivre. Ok. Alors, j'ai relu ces règles, hein. Non, c'est un non, hein. C'est littéralement un non. Par contre, de ce côté-là, les gobelins seront extrêmement nombreux. Ils coupent des têtes après tout. Ouais, non, mais quand même, faut arrêter de pousser quand même. Faut y arrêter, c'est tout. Il y a un moment, faut arrêter de se branler sur les Skaven et de tout donner, quoi. Pire que Manfred pendant le premier tome. Non, mais vraiment, oui, vraiment, oui. Merci, Kratek, pour ça. Et justement, derrière après, les Skaven vont avoir énormément de mal à affronter les gobelins sur tous ces axes, sur tous ces affrontements qui se font, les embuscades, les squig-broyeurs, les squigs, les arachnarok. C'est un calvaire sans nom, le combat est un bordel sans nom. Et tu sens bien que Skarsnik prend l'avantage plus d'une fois sur Quick-Coup-Tête en termes de stratégie, mais que derrière, Quick-Coup-Tête est plus fort au corps à corps, est plus glorieux, etc. Bref, les Skaven sont plus forts. Et c'est au moment où, justement, on le voit ici à l'écran au fond, là vous le voyez peut-être pas, mais il est là, hein. C'est au moment où le Deceiver, donc c'est un Vermin Lord, un Verminarque tourné sur l'ombre, l'assassinat et la couardise, qui va apparaître au milieu du champ de bataille, qui va mettre en déroute le centre de la ligne des peaux vertes, et où Skarsnik décide de se replier. Ce qui fait que, un peu après cette bataille, qui au final n'aura servi à rien, parce que les Skaven attaquent, les gobelins ripostent, mais tout le monde se replie, sans qu'aucun seigneur légendaire ne meure ce coup-là. Quick-Coup-Tête revient victorieux, bien évidemment, il est acclamé par sa foule, par son armée, parce qu'il a dégommé plein d'orques, des orques vraiment, vraiment forts. Et c'est là que, alors qu'il est en pleine toilette, parce que ouais, il a des esclaves qui le lèchent de partout pour le nettoyer, il les a fait édenter, ils sont aveugles, etc. Bref, c'est le seul Skaven qui se permet d'enlever son armure pour que d'autres Skaven le nettoient. Tuez-moi ce raton-là, ouais. Et c'est là que, alors que Quick-Coup-Tête est en train de se faire nettoyer,
que le fameux Déciveur, donc ce verminarque de l'ombre, apparaît face à lui. Tu comprends qu'ils sont deux mèches, bien évidemment. Tu comprends que Quick Coupe Tête déteste ce verminarque, mais qu'il lui est utile. Tu comprends aussi que le verminarque a ses propres plans, bien évidemment. Cependant, tu sais pourquoi Skarsnik a refusé de donner le coup de grâce à l'armée de Quick. Tu le sais à ce moment-là. Le verminarque explique à Quick Coupe-Tête qu'il a pactisé avec le gobelin. Le Giggle me termine avec plaisir, Saphir. Le Vermin Lord a passé un pacte avec Skarsnik. Et attendez, hein. Attendez. Ça fait des pactes, les gobelins. What? Les champignons. Et le pacte, c'est le suivant. Quick Coupe-Tête doit tuer Bélégar et lui amener la tête du nain à Skarsnik avant la fin de la journée du lendemain. Si au lendemain soir, Quick Coupe-Tête amène la tête de Bélégar à Skarsnik, Skarsnik partira de Karakowipik. La magie! Non, non, mais vraiment, mais non. Plan parfait, je ne vois aucune faille. Gros défi, hein. Facepalm cosmique. Et vous savez qu'est-ce qui est le plus gros facepalm à se faire? Vous savez qu'est-ce que c'est le plus gros facepalm à se faire à ce moment-là? Je ne vous mens pas. Vraiment, je ne vous mens pas. Je vais tout de suite passer à ça, hein, parce que c'est tellement important. Voilà. Je vous le montre en grand. Je vous le montre en grand. Voilà la taille de la bataille finale de Karakowipik dans le livre. Voilà la fin de plus de 1000 ans de guerre par Games Workshop. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune chance pour les nains. Absolument rien ne peut les sauver. Il n'y en a qu'une vingtaine qui partent sur ordre de Bélégar par une porte secrète du What the Fuck pour aller prévenir Karazakara que Karakowipik est tombé. Bonsoir Agin. Et vous savez quoi le pire? Vraiment le pire? De l'essence sur ma tête là. Attendez, vous le savez pas encore, mais vous êtes déjà mort. Alors que dans le chapitre d'avant, on a eu un combat qui est quand même assez épique entre Bélégar et Quick Coupe-Tête. On a eu déjà le défi. On l'a eu le défi. On sait que Quick Coupe-Tête a blessé Bélégar. Il l'a blessé, mais seulement il lui a enlevé un PV quoi. Et là, juste avant, je vous rappelle qu'il y a ça, hein. Il y a tout ça. Hein. Eh bien, vous voyez cette première page? Tout ça, toute cette première page, c'est juste pour vous dire que Bélégar est blessé. Et que sa blessure ne se soigne pas. Tout simplement parce que Valaya est morte. La déesse des nains et toutes les runes protectrices dans l'empire des nains entier faites pour protéger les nains, les faire soigner, leur rendre la puissance de leur foyer et de leur demeure, est morte. Bélégar est donc plus que faible, il est mourant, les nains sont mourants, et le défi, la régénération biologique, ça fonctionne pas. Bon, après, c'est des Skaven. Il y a souvent du poison. C'est même pas la déesse des runes. Non, 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 mais voilà, non, non, c'est juste que, voilà. C'est juste la déesse du foyer. Et le défi final
Quick coupe tête Belegar, l'un des duels les plus beaux qu'on pourrait avoir dans Games Workshop et dans le monde de Warhammer Battle. Hein. C'est quand même 2 ennemis plus qu'héréditaires. C'est un moment dans une game où tu serres les fesses, quoi. Tu sais que ça va être magnifique. Vu qu'ils avaient déjà écrit le premier défi, je ne vous mens pas. Je vous le remontre en grand. Voilà la taille finale du défi de Caraco Epic. Les dernières lignes parlant de Caraco Epic, c'est entre mes 2 doigts. C'est la taille de ce paragraphe. Voilà la fin véritable de Caraco Epic. Regardez bien ça. C'est la taille entre mes 2 doigts là. Vous savez quoi? Je vais même vous le lire. Quick entra dans l'arène. Le duel qui suivit fut bref, mais pas aussi déséquilibré que Quick l'avait imaginé. Belegar était condamné, épuisé et blessé, mais il ne montra pas de signe de faiblesse et se battit jusqu'à son dernier souffle. Quick saignait et son armure portait la trace distincte de la tête du marteau de son ennemi une fois le combat terminé. Il se baissa. Lorsqu'il se releva, il brandissait bien haut la tête de Belegar sous le couinement de joie de ses guerriers. Il n'y a même pas de combat. Une exécution sommaire, exactement. Il n'est même pas détaillé le combat. C'est l'AVC de Belegar. Le duel est off-screen, what the fuck? C'est moche. C'est très très moche. Donc toute une page des 2 de la bataille finale est juste consacrée à Bomba Belegar et à plus d'antibiotiques. C'est littéralement ça, ce parti, hein, vraiment. Donc vous le savez, Caraco Epic est terminé dans l'hiver, que je me gourre pas des dates. Il est terminé dans l'hiver 2525. Caraco Epic est fini. Belegar est décapité par Quick coupe tête. Il n'a même pas crié Freedom. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait mourir? La première bataille, c'est même pas insulter les nains, c'est doubler d'incompétence. Littéralement, oui. Hein. Ces livres se sont-ils bien vendus? Ben oui, hein, Shaun of the Dead. Bien sûr, parce que tout le monde s'est dit, putain, il y a des nouvelles unités, qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau lore, c'est incroyable. Et plus on les a achetés, surtout moi, hein, je les ai tous achetés comme un grand con, plus tu disais, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce que là, on est à l'avant-dernier livre. On sentait que ça commençait à puer là. Quand je faisais la blague sur le paix foireux relâché sur ce bouquin, vous comprenez? Oui, 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 oui. Donc un nain blessé est un nain mort. Ouais, Deathmomak parce que Valaya est morte, parce que... Et du coup, Skarsnik se barre vraiment. Ça, c'est la fin du chapitre. Ça, tu verras après, Night Dust 8. Tu verras après. Parce qu'il y a un autre truc que je dois vous parler. Vous savez, je vous ai parlé à un moment dans ce chapitre. Il y a Ikit la Griffe qui est passé. Vous vous rappelez? Je vous avais dit qu'Ikit la Griffe, il a dit « Je te laisse Demstorfield, mais j'ai un boulot à faire à Karak Kadrin, le fort des tueurs, hein, je le rappelle. L'une des forteresses les plus puissantes du monde de Warhammer, si c'est pas la plus puissante. » Eh bien en fait, il se passe autre chose en même temps que la fin de Caraco Epic. Il se passe autre chose. Il y a l'assaut de Karak Kadrin. Karak Kadrin, le fort des tueurs, l'hôtel de Grimnir lui-même, la demeure, bien évidemment, de Ungrim, le tueur, le roi tueur. La forteresse des tueurs, tu comprends, à ce moment-là seulement du roman, elle est sous siège de Skaven depuis 1 an. Tout ça juste pour maintenir les nains au même endroit. Et les nains au même endroit ont fait des sorties, mais n'ont jamais réussi à battre les Skaven. Définitivement. Ok? Et c'est là que tu comprends le plan de Ikit qu'il avait depuis le début. Ikit la Griffe veut au plus rapidement possible terminer la guerre dans le vieux monde parce qu'il veut retourner à Scarogne, parce que je vous rappelle que les Skaven, depuis le début de l'invasion,
ont un plan, c'est faire péter la lune. Et Ikit se dit qu'il est le seul capable de pouvoir faire ça. Que tous les autres sont des incompétents. Et il n'a pas vraiment tort. Ce qui fait que Ikit la griffe... J'ai très chaud. Ce qui fait que Ikit la griffe, il arrive à Karak Kadrin avec un plan. Il a avec lui... Ça se passe avant ou après la sortie anti-Vlad du premier bouquin? Ah non, mais Vlad il est là depuis longtemps, mais il s'en fout. Il a un plan. Il a amené avec lui la plus grande nuke qu'il a jamais pu créer. La plus grande bombe atomique que Ikit la griffe a jamais pu construire. Elle tient, elle fait la taille d'un crâne de rat ogre. Pardon. Vraiment, le truc tient dans 2 mains. Mais c'est expliqué comme c'est la plus grande nuke de la plus grosse puissance qu'il ait jamais créée. Et quand il arrive à Karak Kadrin, il a perdu sa nuke. La magie! Ouais. Ma tête contre le mur. Et au 13e jour, il quitte créer la bombe à matière noire. Le cœur des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki fait la taille d'un point humain. Donc si on parle juste du matériau fissible, c'est ok. Oui, oui, non, mais bien sûr, Scar, évidemment. Une quête de MMO pour retrouver la nuke. Même pas, Keyhorde, même pas. Tu veux dire comme des clés de bagnole? Oui, à peu près ça. Le gars, c'est pas sympa de ça qui a pris la nuke. Et en fait, tu comprends que celui qui a volé la nuke à Ikit... Tu comprends en fait que c'est le Vermin Lord qui accompagne Quick Coupe-Tête, celui de l'ombre. Et là tu fais ok, d'accord, donc les Skaven se font des coups des coups de teuteuse entre eux, ok, pourquoi pas, mais ça sert à quoi? Parce que là, il quitte la griffe, donc il va être retardé. Et là, tu comprends, tu fais ah oui, d'accord, donc il pourra pas utiliser sa nuke, gagner la guerre vite, dire j'ai battu Karak Kadrin en 2 secondes, et revenir à Scarron et dire c'est bon, bah, le siège vacant, il est pour moi. Tu comprends qu'en effet, oui, ça va le servir à le ralentir. Il va donc devoir changer sa tactique. Cependant, lorsque il quitte la griffe, arrive à Karakoipik, pardon, à Karak Kadrin, pardon, excusez-moi. En fait, il est très désappointé par le fait que sa nuke ait disparu. Mais heureusement, il avait l'aide du scénario. Et ça, c'est beau quand même. C'est quand même beau. On est d'accord. Il quitte la griffe. Il va arriver à Karak Kadrin. Il va flinguer les 3 seigneurs de guerre qui dirigent le siège depuis 1 an, direct. Il va prendre leur place et il va avoir l'idée d'assiéger Karak Kadrin, mais de faire péter le moindre morceau de mur ou de porte pour balancer sa nouvelle invention qu'il avait aussi prévue en plus de sa nuke. Incroyable. Il a avec lui 3 cuves du nouveau gaz mortel de Scryer. Vous connaissez les globadiers? Eh ben, Ikit la griffe a ramené avec lui, avec ses esclaves bien sûr, à Karak Kadrin, en traversant donc la moitié du monde, hein. Il a ramené avec lui 3 cuves de ce gaz surpuissant, où on te raconte qu'à l'intérieur d'une seule cuve, tu as de quoi remplir des dizaines de milliers de globes toxiques. Trois cuves, 3 jarres, il y a un pattern, hein, il y a un pattern. Et lorsqu'il va arriver à Karak Kadrin après avoir flingué les seigneurs de guerre, il va tout simplement demander à ce qu'on crée une ligne d'artillerie
pour pouvoir percer les murs et balancer le plus de gaz au fur et à mesure, et qui, à un moment ou à un autre, vont percer les lignes, parce que c'est corrosif, hein, son gaz, jusqu'à ce qu'en fait, on arrive à empoisonner la ville de Karakadrin. Cependant, on est à Karakadrin. Faut pas déconner quand même. Il quitte la griffe, il est allié lors de cette bataille, il a tué tous les seigneurs de guerre, mais il en a laissé un en vie. C'est pas un seigneur de guerre, c'est juste le meilleur chef de maître de meute de tout Malfos. Il est allié à Trott le Galeux. Trott le Galeux et Ikit la Griffe, tous les deux, vont donc se mettre d'accord. Ikit va lui dire: Trott, envoie tes forces et envoie tes monstres occuper les nains, pendant que moi je bombarde de gaz la ville, jusqu'à ce que ça cède. Donc il faut installer ton armée hein, pour faire ça, parce que tes lignes d'artillerie, il faut bien les poser. Et ce plan paraît très intéressant. Il y a Trott juste qui lui dit: alors ok, je veux bien, mais par contre mes plus puissantes armes, tu vois mes armes là, hein, mes trucs qui sont cachés, qui attendent que le scénario me dise let's go, vas-y, lâche-les. Eh bien ces armes là, non, je vais attendre. Je vais attendre le signal du scénario. Tu comprends? Et il quitte la griffe à lui faire: ok, d'accord, de toute façon mon plan est imbattable. Et une fois qu'il a aligné les Stormfield, quasiment l'intégralité des forces de Mulder, plus toutes les forces qui étaient déjà en attente, et les renforts qu'il amène, Ikit commence le siège, le nouveau siège de Karak-Kadrin. Cependant, on est à Karak-Kadrin. En face, ce sont des tueurs. En face, c'est l'armée de Ungrim Point de Fer. Ungrim Point de Fer, qui est quelqu'un qui vise autant le syndrome, enfin le vœu pardon, du tueur, que le fait qu'il est aussi un roi. Il doit à la fois protéger sa ville, à la fois protéger sa dynastie et mourir contre le pire ennemi vu qu'il est tueur. Donc c'est l'un des personnages vraiment les plus intéressants, je trouve, des nains. Et pourtant, là, c'est tout simple. Ungrim, alors voilà, je sais pas comment vous dire, mais il est expliqué comme quelqu'un qui ne veut que tabasser du Skaven. Et en fait, Ungrim, voyant l'armée Skaven en train de préparer son assaut, et donc ses lignes d'artillerie, Ungrim fait une sortie avec la plupart des tueurs de Karak-Kadrin. Les haches de Grimnir, la confrérie perdue, il demande même à des rangers de commencer à surprendre l'adversaire, il demande à quasiment tous ces mineurs de creuser des tunnels pour arriver. Bref, il va prendre les Skaven à contre-pied et il va littéralement défoncer les Skaven. Il a des Stormfield qui vont lui arriver sur la tronche, mais que nenni, rien à faire, c'est Mister... Alors attendez, je cherche l'icono, je sais plus où elle est. C'est Mister Ungrim. Ungrim est imbattable, Ungrim est surpuissant dans la description. Rien ne l'arrête. Il passe à travers des Stormfield recouverts de lance-flammes, mais vu qu'il est immunisé aux flammes, ça fait rien. Et là, je suis en train de me dire, mais attends, mais les brissaires de Karakovipic aussi, ils étaient immunisés aux lance-flammes, et pourquoi ils sont tous morts? Enfin bref, voilà. Et les nains, d'un coup, tu te dis, waouh, incroyable, c'est juste insane. D'accord, là, les nains de Karak-Kadrin, enfin, on a des nains qui tabassent, quoi. Là, vraiment, c'est beau. Mais, lorsqu'il arrive aux artilleries en train de se faire préparer, prêtes pour détruire Karak-Kadrin par les gaz, lorsque les tueurs arrivent, il remarque que les machines de guerre ne sont pas chargées. En fait, au moment où il a fait sa sortie, Ungrim, et au moment où Ikit la Griffe et Trott le Galeux ont vu que les nains ne pourront pas être arrêtés dans leur sortie, Ikit la Griffe a dit: on change de plan au dernier moment, file-moi tes armes spéciales. Trott, fais ce que je te dis, file-moi tes armes spéciales. Les armes spéciales, ce sont 3 abominations de Malfos. Et Trott va ouvrir les abominations de Malfos. Et Ikit va mettre à l'intérieur ces 3 cuves, une dans chaque. Ces 3 cuves de gaz. Et l'assaut va popper. Alors vraiment, hein, il va popper de nulle part.
Les nains seront trop loin pour revenir sur leurs pas à temps. Et l'intégralité de l'artillerie de Karak-Kadrin ne va réussir qu'à dégommer qu'une seule abomination de Malphos avant qu'elles arrivent aux portes. Les portes de Karak-Kadrin, décrites comme intombables depuis l'incursion du chaos, la toute première, vont céder en 3 coups. Pourquoi ? Parce que la rune de Valaya ne les protège plus. La magie! Et les 2 abominations de Malphos, gorgées de gaz, je vous rappelle qu'il y en a une qui est morte. On t'explique que lorsqu'elle meurt sur le chemin avec les 2 autres autour d'elle, le gaz explose, ça fait fondre les abominations de Malphos, mais vu qu'elles sont régénératrices, elles ne meurent pas tout de suite. Et ont le temps de passer à travers la ligne de feu des nains, de frapper les portes, de détruire les portes et de rentrer les unes après les autres dans Karak-Kadrin. Et là, tu as le dernier point de vue de la bataille où c'est Ikit la Griffe qui est littéralement comme ça. Et il n'arrête pas d'essayer d'appuyer sur un bouton. Je ne sais pas comment les Skaven ont cette technologie. Il essaie de déclencher à distance l'explosion. Et ça se passe pas. Et là, tu te dis, putain, enfin le scénario qui va mettre un coup de baloche dans les Skaven, elles vont se faire défoncer, ça va pas péter, tout va bien. Et à partir de là, t'entends un gros boum étouffé sous terre. Et tu as Karak-Kadrin, l'intégralité du fort des tueurs, qui est wipé de l'intérieur par des gaz neurotoxiques acides. Et la citadelle entière est détruite. Salut Ned, bonsoir. Dans ta fin des temps, on n'a pas une fin similaire à cette bataille? Si, en effet, ça s'est passé comme ça sur la fin des temps de la chaîne. Trois épées sur ta vidéo, voilà. Merci beaucoup Ned, ça fait plaisir. Le cassoulet de la mort. C'est pas la dernière fois qu'on verra une justification aussi mal foutue. Se faire des pop par des trucs qui n'existent pas, ça pique. J'ai une larme, je sais pas si c'est de tristesse ou de joie. Elle a littéralement lâché une caisse. Merci au joueur nain qui a couché avec la femme du scénariste. Bien joué, Matt Payne. Non mais vu qu'il n'y avait pas Valaya, la forteresse a été rétrécie. Et sans Valaya, les canons tirent pas droit. Et sans Valaya, les nains n'ont pas de mur de bouclier. Et sans Valaya, la gravité change et le gaz monte et descend en même temps. Ouais, c'est vrai. C'est pas la pire insulte envers les nains dans ce scénario. Ouais, c'est clair. Enfin, dans ta fin des temps, les murs fondent pas. Oui, déjà, oui. Merci Ouned, merci énormément pour ton prime, de ton 5e mois, merci beaucoup, ça fait plaisir de ton soutien. Et donc, sans Valaya, ils servent à quoi les nains du coup? Bah rien apparemment. Non parce qu'on est d'accord hein, que Karak-Kadrin, c'est le fort de Grimnir. Des 3 dieux ancestraux des nains, c'est lui le plus fort, de très très loin. Mais non. Il est wipé, vraiment Karak-Kadrin, la forteresse des tueurs. L'un des endroits les plus imprenables du monde. Deux, 4, 5, 6. Elle est détruite en 6 pages. Et pas 6 pages recto verso. Hein. Donc 3 pages recto verso. Karak-Kadrin en une seule bataille et one shot. En 3 pages recto verso. Je ne vous mens pas. Dont 2 pages de présentation. Donc tout ça, c'est rapporté à une personne.
C'est rapporté à Thorgrim le rancunier. Ça reste justifiera par le comportement du chef Sorus Ditza au premier chapitre. Il avait compris que faire une sortie, c'était pas bien. Ouais, non, mais non. Il n'y a pas ces armes-là chez le Pestilence. Toujours dans nos cœurs, End Times. J'ai fait des rédactions plus longues en 3e. On comprend pourquoi la femme du scénariste est allée voir ailleurs, vu comment il est rapide. Je suis pas fan des lames, mais j'adore les tueurs et je me sens insulté sur 10 générations. Ian Grimm, il éclatait les rogues par pack de 12, mais des abominations. Bah, il était trop loin, Quentin. Il était trop loin. Et puis c'est vrai que les canons nains ne sont jamais enflammés pour affronter les Skaven. Jamais, jamais. Alors que ça fait 1 an qu'ils sont en siège. Et encore une fois, je le rappelle, Valaya n'est pas la déesse des runes. Une des runes majeures porte son nom, mais elle n'est pas la déesse des runes. Mouvement 3, une charge irrésistible et tu mets 3 tours à revenir. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Il a des lames de rasoir pour sortir, s'ouvrir les veines. Et c'est là, en fait, au milieu de ce chapitre, vraiment c'est en plein milieu, tu as Thorgrim le rancunier qui reçoit des nouvelles. Tu as le point de vue du haut roi de Karazakarak, du haut roi de toute la nation des nains. Le nain qui a juré qu'il viderait le livre des rancunes. En 2 pages, une page à gauche, une page à droite. On est à la moitié de Tankol le livre. Tu comprends que Karak Azul, la cité de Cazador et de Torek, est tombée. Karak Azul. Une citadelle naine n'est pas tombée depuis des siècles. Une véritable citadelle totale, pas des mines, des citadelles. Karak Azul, c'est expliqué en 2 lignes, c'est tombé. En même temps, Cazador et Torek sont morts à la bataille de la porte de Valaya. Karako Epic est tombé. Karak Kadrin, tu le comprends dans ce roman-là, dans ce chapitre, tombe. Barakvar est mentionné comme ayant perdu toute sa flotte dans une bataille où tu ne sais même pas qui ils affrontent et que Barakvar n'est plus que fumée et cendre. Et tu comprends que Zuvbar, la dernière, avec Karazakarak, tu comprends que Zuvbar a décidé de s'enfermer pour laisser passer la tempête et ne donne plus de nouvelles. Il ne reste plus aux nains, à la fin de ce chapitre, que Karaz à Karak. Voilà. Vous avez apprécié, hein. Il reste Karak et Ern. Non, elle est tombée depuis longtemps. Hein. Karak, Ern, Karak Norn, oubliez-les, hein, elles sont tombées depuis très longtemps. Elles sont mentionnées comme tombant en même temps que les Stali et la Tilé, les gars. Attends, si je ressors moi là, il reste plein de forteresses. Oui, non, mais je parle des forteresses majeures. Quoi? Ouais, hein, je t'assure. Moi, j'ai aimé. Ça va, les joueurs nains? Ils sont tous en PL. Quentin qui fait quoi? Les cuirassés, ils sont coulés par quoi? On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé dans la bataille navale de Barakvar, Pépéric. Zuvbar, Zuvbar, attends, je te relis le passage. Il est où ce connard de passage? Tac. Les montagnes grises, les forteresses naines et les mines tombaient les unes après les autres face aux assauts des Skaven. Les hommes de l'Empire, non, on s'en fout. Karak Azul est tombé. Karak Kadrin, la grande porte de la passe du pic gisait détruite et que des nuages verts en ressortaient. Zuvbar a fermé toutes ses entrées dans l'espoir de se claquemurer, mais plus aucune nouvelle n'en sort. La flotte des nains avait subi une lourde défaite en défendant Barakvar et désormais de la fumée s'échappait sans arrêt des tours de la forteresse maritime des nains. Était-ce le crépuscule des nains, la fin du monde?
Les légendes racontaient que les dieux ancestraux reviendraient pour la bataille finale, et en dépit du flot constant des pèlerins dans les temples de Gruni, Grimnir, de Valaya et des autres dieux mineurs, aucun miracle ni aucune manifestation divine ne s'était produit. Il ne reste donc plus aux nains que Karazakarak. Ils sont un peu morts en hors-champ, les nains, non? Oui. Oui. Et Krund, ça fait longtemps que c'est aux orques et gobelins, et Krund, Metal Liquid. C'est aux orques et gobelins, et Krund, depuis des siècles. Mais en vrai, il est où le nain blanc? Ben, alors, c'est un peu compliqué pour ce qui est de Grand Brindal, parce que le nain blanc a un énorme lien avec Valaya. C'est l'un des seuls, peut-être, qui a des liens complets et véridiques en termes de lore à Valaya. Merci beaucoup, Spartan, d'ailleurs, j'avais pas vu les 100 bits. Merci beaucoup tout à l'heure. Nains qui se lèvent, on n'est pas loin du même combat, littéralement, oui. Et encore, au moins les nains ont eu des paragraphes où ils meurent tous. Pas, enfin, des chapitres où ils meurent tous. Mais on est bien d'accord, hein, vous l'avez compris, hein, le roman, en 2 chapitres, les nains sont tous morts. Il ne reste plus que Karazakarak. Donc Bélégar et toutes les forteresses naines ont été détruites hors champ, sauf Karakadrin par la technologie radio des Skaven. C'est littéralement ça. Il y a 2 pages qui devaient être collées, pas possible. Ouais, j'avoue, Izagi, ouais, j'avoue. J'ai zappé ce passage. Donc voilà à quel point on en est à ce moment-là du roman. Et le roi tueur disparaît comment? Ben, tu comprends juste que Ungrim est tout seul maintenant avec son armée qui a fait sa sortie. Et ben, il va prendre le chemin de l'Empire. Comme dans Matamanaïn. On va dire que c'est mieux que les 2 lignes de Kislev. Ouais. Ouais. Alors, je tiens quand même à préciser, un Barakvar, que Kislev tient plus longtemps, techniquement. Parce que Kislev est décrit en tant que dernier défense de Erengrad et qu'on n'en entend plus parler jusqu'à la fin du roman. Et tu sais que ça s'écroule et ça s'effondre à partir de là. Donc Erengrad ainsi que les derniers renforts et enfin les derniers défenseurs kislevites tiennent plus longtemps que 5 citadelles naines. Bon, en même temps, ils se prennent tous les Skaven dans la gueule, les nains. Mais ils se prennent tous les guerriers du chaos et les démons, les Norscan, les Erengrad. Donc voilà. Non mais sans Valaya qui se lève, gagne en puissance et il pisse bleu, oui c'est vrai. Mais avec une telle puissance, le raccordu peut aller taper le quatuor à ce niveau, oui. C'est quoi le pire, le chaos ou les rats? Il n'y a pas de différence. Ils ont juste tué 5 nations, presque. Ouais. Je bois du gasoil et là je m'arrose de kérosène, j'en peux plus. Allume un cigare après, Pépéric. Et puis en même temps, les Skaven vont taper l'Empire et massacrer les hommes lézards. Ouais, mais on n'a pas fini les gars. Hein. On n'a pas fini, hein. Parce que là, on n'est qu'à la fin du chapitre 3 de Tankol. Le prochain chapitre, les mecs, c'est Nuln. Bataille de Nuln. On n'a pas encore parlé des impériaux contre les Skaven. Les Skaven, là, on n'a eu que 2 points de vue. Les hommes lézards, où ils se sont pris une rouste. Bon, une rouste, ils ont fait 2 égales. Enfin, une victoire, une défaite, une égalité. Ça leur va largement parce qu'ils ne comptent pas leurs pertes. Vu comment le scénario là, c'est parti. Ils ont one-shoté les nains. Vraiment, littéralement, ils ont one-shot les nains. Il reste plus que Karazakarak. Et dans le chapitre prochain, c'est Nuln. Et dans le dernier chapitre, c'est les hommes lézards, 2e round. Et Karazakarak. Et Tankol, il est où? Bah ça se termine là, Jonah. Le roman se termine, enfin le chapitre se termine avec Tankol. Il se termine avec Tankol et à ce moment-là, Tankol, qui est sur le chemin de Nuln, qui est d'ailleurs sous Nuln, prêt à lancer son invasion, tente d'invoquer un Verminarque pour l'aider. Et ce Verminarque va popper, sans que Tankol véritablement le désire. Et ce Verminarque, tu comprends que c'est le roi des Verminarques. C'est celui qui s'est échappé, très certainement, de l'invocation première des 50 prophètes gris qui est arrivé, qui a lancé tout ce livre. Et ce Verminarque arrive et lui dit « Toi, petit Tankol, je vais t'aider. Je vais te faire de toi un héros. » Et ça, c'est juste avant le chapitre d'après, où tu sais qu'il est prêt à attaquer Nuln. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour pouvoir parler de ça.